Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Éric Darouzé, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Tours et dans mes activités de recherche, je travaille sur le modèle du frelon asiatique depuis 2008 et depuis 2011, c'est devenu mon modèle d'étude exclusif quasiment. Donc en fait, j'anime un groupe de personnes qui est très variable en nombre de personnes année par année en fonction des projets, enfin, en fonction des budgets que j'ai pu obtenir. On travaille sur deux aspects. Un premier aspect qui est sur la connaissance du frelon, c'est-à-dire sur sa biologie, son écologie. En fait, c'est tout simplement d'obtenir des données scientifiques qui peuvent ultérieurement servir à des aspects appliqués. Et j'ai un deuxième aspect qui est typiquement appliqué, où on essaye de mettre au point des outils de lutte contre le frelon. Donc, outils de protection de ruches, moyens de destruction écologique des nids, et de tester différentes choses. Alors, on a déjà testé pas mal de choses, certains ont été abandonnés parce qu'ils n'étaient pas efficaces, et je vous parlerai de choses sur lesquelles je suis à l'heure actuelle. Alors, mon exposé va se faire en deux parties. Une première partie, je vais vous parler des problèmes qui sont liés au frelon, c'est-à-dire on parle du frelon asiatique, mais finalement, pourquoi on parle de cet animal-là. Et après, je vous parlerai de tous les moyens de lutte, enfin tous, enfin, les moyens de lutte les plus classiques qui sont plus ou moins utilisés à l'heure actuelle pour en discuter ensemble. Alors, si on parle des problèmes liés au frelon, comme toute espèce invasive d'ailleurs, il va toucher à peu près trois types de problèmes. Soit des problèmes qui touchent à différents secteurs économiques, soit la santé humaine ou la santé d'animaux d'élevage, par exemple, et un troisième aspect qui va être des aspects d'écologie, de biodiversité. Et la plupart des espèces invasives touchent à l'un ou l'autre de ces trois domaines, alors que le frelon asiatique, lui, il touche aux trois domaines. Alors, le premier domaine, j'ai mis une petite vidéo, si ça marche, j'espère que ça marche pour vous. Que vous connaissez si vous êtes apiculteur, c'est vous avez une ruche, vous avez des frelons en vol dos à la ruche devant qui essayent de capturer les abeilles, et les abeilles se mettent sur la planche d'envol en défense au lieu d'aller fourrager à l'extérieur, c'est-à-dire récupérer du nectar, du pollen par exemple. Et une fois qu'un frelon capture une abeille, vous avez la photo en haut à droite ici, et bien en fait, l'animal va attraper l'abeille, il va s'envoler à proximité, se poser sur un support, et ensuite il va décapiter l'abeille, donc la tuer, et dépioter le cadavre pour ne conserver que le thorax. C'est-à-dire là où il y a les muscles font bouger les ailes et les pattes, donc c'est de la viande, donc des protéines. Et le but de l'ouvrière frelon, c'est de ramener ces protéines à son nid pour nourrir les larves en développement, c'est-à-dire ses petites sœurs et ses petits frères. Mais le frelon ne se nourrit pas de l'insecte qu'il a capturé. Donc effectivement, ça c'est l'image classique, et on a un impact, comme on le voit et vous connaissez probablement, on a un impact sur l'activité des colonies. Alors ça, c'était des observations qui datent depuis plus de 10 ans, on va dire. Maintenant, il y a des études qui ont été réalisées au niveau scientifique pour comprendre un peu ce qui se passe réellement, et est-ce qu'il y a un vrai impact sur les colonies d'abeilles. Donc là, je vous montre une étude qui a été faite par des collègues parisiens. Donc c'est Requier et Hall qui ont publié ça il y a quelques années. Est-ce que vous voyez mon curseur? Enfin, j'espère. Sur le graphe de gauche, qui s'appelle le foraging paralysis. Donc là, ils ont regardé justement ce que vous avez sur la photo à gauche, c'est la baisse d'activité des ouvrières abeilles, c'est-à-dire quand elles se positionnent en grappe, ce qu'on appelle la barbe d'abeille sur la planche d'envol, ce qu'on appelle la paralysie ou l'arrêt d'activité de fourragement. Et si vous regardez sur ce graphe, ici en bas sur l'abscisse, vous avez le nombre de frelons en prédation, et sur l'axe vertical, en ordonnée, vous avez l'activité de vol des ouvrières abeilles. Et ce que montre un ensemble de données analysées, c'est que plus vous avez des frelons en prédation, moins les abeilles vont voler, vont aller réaliser leur activité de fourragement. Donc ça veut dire que moins il va y avoir de rentrée de nourriture dans la colonie. En même temps, la figure de droite, si vous regardez ce qu'on appelle homing failure, c'est-à-dire c'est l'échec de retour à la ruche par une abeille, ce qui a été étudié par mes collègues. Donc là, en abscisse, c'est l'activité de vol des ouvrières, et en ordonnée, c'est le pourcentage d'échec de retour.
Alors quand j'entends par échec de retour, ça veut dire que les abeilles ont été capturées par des frelons. Donc le graphe, vous pouvez le lire avec les flèches rouges que je vous ai rajoutées sur le graphe, c'est que plus vous diminuez l'activité de vol des ouvrières, qui est liée ici à cet arrêt d'activité de fourragement, donc plus il y a d'activité en moins, eh bien plus les quelques ouvrières abeilles qui continuaient, ceci dit, à fourrager, elles ont plus de chances de se faire capturer. Donc, cette étude a montré une chose, c'est ce qu'on constate, ce que moi je constate sur mes ruchers expérimentaux à la fac, par exemple, c'est que plus il y a des frelons présents en prédation, moins les ouvrières vont aller fourrager, et pendant ce temps-là, moins elles vont fourrager, plus elles ont de chances, pour les quelques fourrageuses encore en activité, plus elles ont de chances de se faire capturer par les frelons. Ce qui fait que la conséquence, on observe une diminution au cours du temps de la population dans chaque ruche. C'est-à-dire la colonie d'abeilles se réduit comme neige au soleil, un peu en quelque sorte, au cours du temps. Donc là, on avait une première analyse scientifique qui démontrait la conséquence de la prédation. Ah, ça ne marche pas. Ah, ça y est. Une deuxième étude qui a été faite par des collègues, une année ensuite, hein, c'était en 2019, par des collègues espagnols. Ils ont regardé au niveau des colonies attaquées comparées à des colonies qui n'étaient pas attaquées. Ce que vous avez ici, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, rassurez-vous, hein, ils ont regardé le niveau d'expression de gènes chez les ouvrières abeilles, qui sont des gènes connus pour intervenir dans les phénomènes de stress, et se sont rendus compte que quand il y avait prédation de frelons, eh bien l'ensemble de ces gènes connus pour être des marqueurs de stress d'individus, eh bien leur niveau d'expression était augmenté. Ce qui veut dire que, de manière très simple, ce qu'ont montré l'étude, c'est que soumises à prédation, les ouvrières sont extrêmement stressées. Et même, ils ont regardé des gènes qui interviennent dans les phénomènes de vieillissement cellulaire, qui eux aussi étaient surexprimés également. Donc la conséquence, c'est que quand vous avez prédation du frelon, vous avez arrêt de l'activité de la colonie, ou en tout cas une forte diminution de l'activité de la colonie, et après, quand c'est vraiment trop intense, il y a carrément arrêt, il n'y a plus d'abeilles qui sortent. Donc arrêt de l'activité, augmentation du stress, de moins en moins de nourriture, de moins en moins d'ouvrières présentes qui se font prédater. Donc la conséquence, c'est qu'au cours du temps, vous allez avoir une diminution des populations d'abeilles. Alors, je reviens en arrière. Il y a une étude que je n'ai pas encore présentée parce qu'elle n'est pas encore publiée, qui a été réalisée par des collègues chinois, qui montre également que, soumise à prédation, la reine va arrêter de pondre. Donc la conséquence d'une prédation, si elle n'est pas gérée par l'apiculteur, c'est que vous allez avoir un affaiblissement conséquent des colonies d'abeilles. Si elles survivent à la période de présence du frelon, elles vont avoir peut-être des difficultés à passer l'hiver, et certaines colonies vont disparaître avant l'hiver. Donc une prédation de frelons asiatiques sur un rucher n'est jamais anodin. Pour l'instant, je peux vous dire, moi, en tant qu'expérience, en tant qu'apiculteur, j'ai 2 ruchers qui sont fortement attaqués. Quand je dis fortement attaqués, je vous engage à aller voir une vidéo que j'ai mise sur YouTube il y a 2 jours. J'ai déjà perdu une colonie et je suis en train de perdre les autres colonies. Donc la prédation, c'est jamais à prendre à la légère, en fait. Je vous montre une autre étude. Alors, c'est une étude que j'ai réalisée, qui a été publiée l'année dernière avec une étudiante. On a des cas où on a un frelon devant une ruche, et on a des cas où on peut aller jusqu'à 30 frelons en prédation devant une ruche. Je parle de ruche, hein, pas de rucher. Hein. Donc on peut avoir des niveaux de prédation très très différents d'un site à l'autre. On s'était posé la question à l'époque, savoir si tous ces frelons qui étaient en prédation, est-ce qu'ils venaient d'une seule et même colonie ou potentiellement de plusieurs colonies? Alors, si vous regardez un peu les frelons en attaque, vous voyez qu'assez souvent, vous avez les frelons qui vont rentrer en contact les uns avec les autres. En fait, ils sont en train de s'identifier et ils se séparent sans aucun problème. Et parfois, ils s'agressent légèrement. Donc ça, c'est assez suspicieux dans le sens qu'on peut imaginer dans le premier cas, c'est 2 sœurs. Dans le deuxième cas, c'est 2 femelles issues de 2 colonies différentes. Mais ce n'est pas une preuve. Donc on avait fait une étude, nous, on avait prélevé une 50aine de frelons par ruche, sur plusieurs ruchers, et on avait analysé la génétique de ces frelons, ainsi que leur signature chimique, c'est-à-dire c'est une phéromone de contact qu'ils ont à la surface du corps, qui est comme une carte d'identité en fait, ça leur permet de s'identifier. Et vous avez le résultat ici sous les yeux.
Donc là, vous avez ABCD, c'est 4 ruches différentes. Chaque point sur les graphes, c'est un individu, un frelon, qui a été identifié. Donc là, on est sur l'analyse chimique, c'est-à-dire la phéromone de contact. Et quand 2 points qui correspondent à 2 frelons sont très proches l'un de l'autre, ça veut dire qu'ils ont une signature très proche. Et plus les points s'éloignent, plus la signature est différente. Et on sait que, c'est ce qu'on avait démontré en 2017, que la signature d'un frelon est spécifique de sa colonie. Donc on sait qu'ils ont une signature coloniale. Donc là, quand vous regardez les résultats sur les 4 ruches, eh bien on arrive à distinguer des groupes d'individus, des groupes de frelons, ce qui démontre, on a la même chose en génétique, hein, ceci dit, ça montre que dans la ruche A, on pouvait avoir 3 colonies de frelons qui attaquaient. La D, par exemple, c'est 2 colonies de frelons différentes qui attaquaient. Donc là, on démontre une chose scientifiquement parlant, qu'on a des chevauchements d'aires de prédation de colonies de frelons. Bon, intuitivement, c'est logique. Quand vous avez 2 colonies qui sont séparées de 100 mètres sur le terrain, on se doute bien que les ouvrières peuvent se retrouver dans la même zone de fourragement. Mais là, au moins, on démontrait les choses. Donc ça veut dire que ça complique un peu la donne, c'est que parfois, quand vous avez des ruchers fortement attaqués, c'est pas forcément un nid de frelons qu'il faut chercher et détruire, ça peut être plusieurs. Ça complique un peu la donne. Donc ça, c'était au niveau économique, c'était l'aspect impact sur les ruchers. Maintenant, il n'y a pas que l'apiculture qui est touchée, il y a d'autres secteurs d'activité. Là, c'est un montage, ne vous inquiétez pas, un montage photo parce que je n'ai pas de vraies photos, encore que ça existe, hein, ce que j'ai représenté là. C'est les places de marché. Ça a été observé notamment en Dordogne et ici aussi en Indre-et-Loire, là où je travaille, donc du côté de Loches, qui est une ville au sud de Tours. Et bien sur les places de marché, quand vous avez des étals de viande, des étals de poisson, ben, le frelon peut venir sur ces morceaux de viande pour récupérer de la viande, donc de la protéine, pour amener ça au nid. C'est-à-dire que le frelon asiatique, c'est un prédateur généraliste, on en reparlera tout à l'heure, mais surtout, c'est un prédateur opportuniste. C'est-à-dire qu'il peut aller chercher des protéines là où il peut en trouver sans trop de problèmes. Vous avez ici en inclusion une photo, c'est dans mon jardin sur un cadavre de pigeon, et bien vous aviez un frelon asiatique qui était en train de dépioter le cadavre. Donc en fait, là, on a un autre aspect qui est aussi problématique, c'est que d'après certains professionnels du commerce sur les places de marché, ils ont observé dans les zones où il y a beaucoup de frelons une baisse de fréquentation du public, donc des clients, et une baisse de leur chiffre d'affaires. Donc on a un autre secteur d'activité qui est aussi malheureusement touché par la présence du frelon asiatique. On a d'autres secteurs. On a le secteur de l'agriculture. Alors c'est aussi un montage photo, hein, mais il y a des photos. J'ai vu les photos, mais elles ne sont pas de moi, donc je ne pouvais pas les utiliser, mais c'est exactement la même chose. Sur des fruits ou dans le vignoble, on peut avoir des frelons qui viennent récupérer du sucre. Alors à l'heure actuelle, on est dans la haute saison, je dirais, de collecte de sucre par les ouvrières, parce qu'elles doivent nourrir les reproducteurs adultes qui sont dans le nid avant leurs essaimages sexuels. Donc elles vont chercher du sucre. Donc du fait, on va les retrouver sur des fleurs, sur des arbres où il y a des exudats sucrés, mais également sur les fruits. Alors par exemple, si la vidéo marche, j'espère qu'elle marche pour vous, vous avez un exemple ici dans les vergers. Hein, si vous avez des fruits, vous pouvez observer ça. Mais au niveau des professionnels, ça commence à devenir une véritable calamité dans certaines zones. Par exemple, j'ai discuté avec plusieurs professionnels de culture de fruits et certains m'ont fait remonter des pertes de 30% de chiffre d'affaires, des diminutions de rendement énormes et certains m'ont indiqué que l'année dernière, ils ne se sont pas versés de salaire en raison de la perte en rendement liée aux fruits qui ont été grignotés par les frelons. Donc on a aussi un impact du frelon sur le rendement de production de fruits et également sur la qualité des produits. Je reviens un peu sur le vignoble. Quand vous avez des grappes de raisin qui sont attaquées par du frelon, ils vont pourrir et ce n'est pas de la pourriture noble. Donc si vous récoltez sur ce vignoble les fruits, vous risquez d'impacter la qualité du vin que vous allez faire derrière. Et il semblerait, alors pour l'instant je n'ai pas d'informations officielles, mais certains vignobles ont été gravement touchés ces dernières années par un impact du frelon asiatique sur leur production de vin. Donc, si ça peut vous rassurer, pas forcément très bon ce que je vais dire, mais on n'est pas les seuls, nous en tant qu'apiculteurs, à être touchés par le frelon asiatique. En fait, il y a plein de secteurs d'activité qui sont touchés.
Donc au niveau économique, voilà, le frelon est un problème. Santé humaine, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui en parlait. Ben, vous savez, comme tout hyménoptère, hein, c'est comme une abeille finalement, un frelon, ça peut piquer. Donc, alors le dard du frelon, à titre d'information, je vous ai mis une photo ici, c'est entre 3 et 4 mm. C'est pas ce qu'on peut trouver sur Internet avec des chiffres complètement farfelus. Donc, de manière très simple, une combinaison apicole ne protège pas. Et je dirais même une combinaison anti-frelon classique mal portée ne protège pas non plus. Donc, il y a des précautions à prendre, même avec des combinaisons professionnelles. Mais les conséquences d'une piqûre, vous avez ici une simple rougeur notamment. Parfois, on peut avoir aussi au niveau de la zone de piqûre une zone de nécrose des tissus. Bon, pas de conséquences graves, mais on peut avoir, comme vous voyez, ce monsieur qui a été piqué au visage, un œdème qui se crée. Et si vous êtes allergique au venin d'hyménoptère et que vous n'êtes pas traité, pris en charge suffisamment rapidement en milieu hospitalier, ça peut conduire à la mort. Alors, tout à l'heure, j'entendais le monsieur dire que le frelon n'est pas plus dangereux qu'un autre hyménoptère. C'est vrai, c'est vrai. Sauf que les colonies de frelons, on les trouve préférentiellement en zone urbaine et périurbaine, donc au contact des populations. Donc, il y a des accidents tous les ans. Alors, il n'y a pas de statistiques réelles à l'heure actuelle, je suis en train de travailler dessus, mais on a des centaines d'accidents tous les ans et il y a des dizaines de morts tous les ans à cause du frelon asiatique. Donc, c'est loin d'être anodin si vous aimez les personnes qui ont été accidentées, par exemple. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est un travail qu'on a publié avec des médecins il y a 2 ans maintenant. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ça. Le frelon, quand vous intervenez sur une colonie avec une combinaison de protection, avec une visière qui est un grillage, en quelque sorte, ben le frelon peut vous protéger, non, un liquide urticant dans les yeux, qui contient certainement du venin. Parce qu'en fait, il y a eu, c'était une étude sur des cas recensés dans les centres antipoisons, donc une trentaine de cas, ce qui est ridiculement bas, parce que la majorité des gens ne le déclarent pas en fait quand ils ont été confrontés à ça. Mais les patients qui avaient été suivis dans le corps médical et qui ont permis d'enrichir cette banque de données ont déclaré des conjonctivites, des douleurs, des inflammations de l'œil. Donc en fait, la conséquence, c'est que si vous intervenez sur un nid de frelon, soit vous avez une visière plexi qui vous protège, et si c'est un grillage, il faut absolument porter des lunettes de protection, sinon vous risquez ce genre d'accident. Et ça peut être très très douloureux. J'ai un collègue qui a été confronté à ça il y a une dizaine d'années. Donc, ceci pour dire qu'au niveau santé humaine, le frelon asiatique, au même titre que pour la partie économique, c'est aussi un problème. Mais pas exclusivement, et j'en viens à la troisième partie, qui est notre environnement. C'est un prédateur, hein, généraliste et opportuniste, donc il peut toucher à la biodiversité, malheureusement. Alors là, une étude de mes collègues parisiens, vous parliez de Quentin Rome tout à l'heure, il a participé à ces 2 études que je vais vous présenter. Alors, je pense qu'il a dû en parler l'année dernière. Une première étude qui a été publiée en 2011. En fait, ils avaient analysé des colonies de frelons en Dordogne qu'ils avaient suivies et ils avaient capturé les ouvrières qui rentraient au nid, qui portaient des boulettes de proie pour nourrir les larves dont je vous parlais tout à l'heure. Et ils ont regardé, ils ont identifié un peu ce qu'il y avait dans cette fameuse boulette. Ils ont comparé 3 nids, un nid dans une aire, on va dire, urbaine, une autre en aire agricole et une autre en zone forestière. Eh bien, on se rend compte tout d'abord, si vous regardez les camemberts, c'est qu'on a une grande diversité d'insectes. En fait, de manière très simple, le frelon est totalement généraliste. Ils ont identifié à peu près 160 espèces d'insectes différentes et d'arachnides. Donc en fait, de manière très simple, le frelon, il chasse tout ce qu'il peut trouver, tout bêtement. Et effectivement, quand ce soit en zone urbaine ou les autres zones, on a toujours une grosse quantité d'abeilles, parce qu'il se trouve que si on regarde une carte du territoire national, ben en fait, on trouve des ruchers un peu partout, avec peut-être une plus grosse densité dans le sud de la France, mais même en allant vers le nord ou le nord-est du pays, là vous avez aussi des ruchers un peu partout. Donc en fait, il a à disposition, je dirais, sur le territoire, de nombreux insectes à disposition, et notamment des abeilles. Une deuxième étude qu'ils ont publiée il y a 2 ans, qui est extrêmement intéressante, ils ont fait une petite estimation, par un petit calcul en fait, de la quantité d'insectes que prélève une colonie de frelons sur l'année, c'est-à-dire à la création de la colonie au printemps jusqu'à la fin de la colonie. Eh bien, ils ont estimé que, grosso modo, ce que je vous ai indiqué ici dans ce petit cadre vert, une colonie de frelons, en moyenne, va prélever plus de 11 kg d'insectes, de matière vivante. C'est beaucoup,
Mais est-ce que c'est vraiment parlant pour vous? Je ne sais pas. Alors, je vais vous montrer une simulation. On va faire un petit tour ici dans la Manche, territoire de la Manche. Alors, tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez une grosse densité de frelons, de à peu près entre 800 et 1000 colonies. Eh bien, tenez-vous bien, nos collègues de la Manche, l'année dernière, en 2022, ils avaient 9000 colonies sur le département, ce qui est un tout petit département. Donc, c'est vrai qu'ils ont une densité, alors tout ce qui est pourtour atlantique, il y a quand même beaucoup de colonies, malheureusement. Mais si on fait un calcul, 9000 colonies multipliées par 11 kilos, vous voyez la quantité d'insectes prélevés par les frelons sur ce petit territoire. Plus de 100 tonnes d'insectes. Donc de manière très simple, ce prédateur a aussi un impact dans notre environnement sur la biodiversité. Donc si on prend un peu tout ça, ça commence à faire. Mais on peut aller encore plus loin. Là, je vous montre une étude qui a été publiée il y a 3 ans par des collègues espagnols. Ils se sont posé la question, est-ce que le frelon pourrait aussi participer potentiellement au déclin, non pas des insectes, mais des plantes? C'est-à-dire que pas mal de plantes ont besoin d'insectes pollinisateurs pour se reproduire. Donc, est-ce que le fait que le frelon chasse des insectes et potentiellement des pollinisateurs, des insectes pollinisateurs, est-ce que ça peut impacter les plantes? Ben, la réponse est oui. Ils ont fait une étude sur des plantes qui étaient dans des parcelles expérimentales et ils ont montré que, ici, je vous ai fait un petit schéma tout simple pour simplifier les résultats, le temps de visite des fleurs par les insectes pollinisateurs diminuait en fonction du niveau de présence de frelons asiatiques dans la zone. C'est-à-dire que dès que vous avez des frelons qui viennent sur les fleurs pour chasser des insectes ou pour récupérer du nectar, eh bien, ça fait fuir les insectes pollinisateurs. Donc, ils ont regardé, on va regarder que ce petit schéma, ils ont regardé le nombre de grains de pollen présents sur les fleurs et manipulés par les insectes. Eh bien, en fait, en présence du frelon, ben, la quantité de pollen est sacrément diminuée par rapport aux mêmes fleurs s'il n'y a pas de frelon dans la zone. Donc, j'ai perdu le... Vous me voyez toujours? Vous avez encore le diaporama? D'accord, parce que moi, je l'ai plus en visu. Bon, attendez, je règle le problème pour moi. Si vous l'avez, vous, c'est le principal. Donc là, Ah, j'ai fait une bêtise peut-être, non? Ah, voilà, je suis revenu. Donc en fait, la conclusion de l'étude, c'est que la présence de frelons dans les zones où il y a des fleurs entraîne un déclin des insectes pollinisateurs et ça entraîne un déclin de la reproduction des plantes. Donc potentiellement, on peut avoir aussi un effet sur tout ce qui est reproduction des plantes et notamment des plantes qui sont cultivées au niveau agricole. Donc tout ça montre que le frelon asiatique, bon, c'est une espèce invasive, je ne vais pas parler de toutes ces connaissances qu'on a là-dessus, mais si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir tout à l'heure. Mais on a une espèce invasive qui est venue sur le territoire européen depuis 2003-2004, et ça crée tout un ensemble d'impacts négatifs, mais à plein de niveaux différents. Donc la conséquence, ben, il faut essayer de contrôler cette population invasive pour limiter ces impacts négatifs. Alors, ce qui m'amène au deuxième point de l'exposé, comment on peut lutter contre le frelon? Quels sont les moyens de lutte? Bon, je dirais, je vais essayer de catégoriser un peu tout ça, je les ai classés en 5 groupes. On va parler destruction de nids, piégeage, tout ce qui est technique de cheval de Troie, la protection des ruches et la lutte bio derrière. Donc il y a pas mal de choses que vous connaissez certainement. Donc premier point en termes de lutte, c'est la destruction des nids. Donc destruction des nids, le premier souci, c'est repérer une colonie, ce qu'on ne sait pas faire. Donc on tombe toujours dessus plus ou moins par hasard. Alors, il y a des choses qui sont en cours d'essai par des entreprises ou des labos, mais pour l'instant, il n'y a rien de disponible sur le marché, il n'y a rien de vraiment efficace, pour être vraiment honnête. Bon, en tout cas, dès que vous repérez un nid, il faut faire appel à une entreprise de désinsectisation. Et je dirais là, c'est très simple. Soit l'opérateur monte à l'arbre pour aller traiter le nid avec un pesticide, soit l'entreprise va louer une nacelle pour se rapprocher du nid en hauteur pour le traiter, ou alors, vous avez sur la photo ici, vous utilisez une perche qui permet d'injecter un pesticide, que ce soit de la permétrine ou des dérivés, ou du pyrètre, des choses comme ça, à l'intérieur du nid pour tuer les colonies. Bon, ceci, ça marche très bien, mais il y a quand même des précautions à prendre. Là, c'est le scientifique qui parle. Notamment ici, vous avez un nid ici qui a été percé avec une perche, mais le nuage que vous voyez, avec les points noirs, c'est les frelons. Hein. Le nuage, c'est du pesticide qui a été injecté, mais qui est sorti du nid.
Donc ça peut avoir un impact collatéral. Et quand vous retirez le nid, vous le faites tomber et qu'il explose dans tous les sens, ben, vous répandez du pesticide partout, ce qui a aussi des conséquences sur la biodiversité locale qui peut être conséquente. Donc c'est là qu'il faut faire appel à des professionnels corrects qui maîtrisent bien les techniques de manipulation des perches, la perche étant le système le moins cher et le plus efficace, et le plus sûr, je dirais. Donc je dirais, il y a un geste à acquérir et il faut bien maîtriser l'outil pour pouvoir traiter les nids correctement. Et après, quand il faut retirer le nid au bout de 48 heures, pas avant, c'est-à-dire il faut laisser les fourrageuses qui ne sont pas dans le nid au moment du traitement, mais qui puissent rentrer dans la journée ou le lendemain pour aller s'empoisonner sur le pesticide. Mais au bout de 48 heures, on retire le nid pour éviter que d'autres insectes ou des oiseaux ou des écureuils aillent s'empoisonner avec le pesticide en question. Donc il y a aussi une technique à acquérir. Bon, il y a d'autres techniques. Vous avez, je commence par la droite, le fusil paintball, qui projette des billes de pesticides. Donc l'idée est plutôt intéressante. Par contre, sur le terrain, c'est une hérésie en soi, parce qu'en fait, des billes de pesticides, vous en trouvez partout. Les gens ne tirent pas correctement dans les nids. S'ils ne maîtrisent pas la température des billes, soit les billes sont trop froides, elles traversent les nids, soit elles sont trop chaudes et elles éclatent avant d'atteindre le nid. Donc il y a aussi toute une habitude à avoir et il faut savoir utiliser l'outil. Donc il n'est pas très intéressant, je dirais. La perche, pour moi, est quand même plus intéressante. Après, sur des nids situés sur des pylônes électriques, par exemple, bon là, le fusil paintball peut être intéressant parce que la perche, il vaut mieux éviter. Bon, après, vous avez d'autres techniques comme les chasseurs, les gens qui vont tirer au fusil dessus, ce qui sert strictement à rien. J'ai vu plusieurs fois des nids qui avaient été plombés par des chasseurs et qui étaient toujours habités et toujours problématiques. Donc ça, c'est pas, enfin, je ne le conseille pas. Vous avez des drones aussi qui sont commercialisés maintenant. Donc certains qui possèdent une bouteille à l'extérieur qui projette un pesticide sur le nid. Ça, c'est une grosse bêtise à mon goût. Parce que franchement, de mettre le pesticide sur le nid, ça n'a aucun intérêt. C'est dans le nid qu'il faut l'injecter. Donc ça montre que l'entreprise ne connaît absolument pas la biologie de l'insecte. Vous avez d'autres drones aussi qui sont équipés d'une petite perche de 2 mètres à 3 mètres qui permettent d'aller percer le nid pour projeter le pesticide intérieur. Bon, ça c'est quand même plus intéressant, j'avoue. C'est un outil intéressant notamment sur un nid qui est sur un pylône électrique, ça peut être intéressant, ou un nid qui est tellement haut qu'on n'y a pas accès avec une perche. Mais par contre, ça représente quand même une minorité de nids. L'engin coûte 12 000 € à peu près, donc c'est pas très intéressant, je dirais, pour un professionnel. Et il vaut mieux, je dirais, la perche pour tous les nids jusqu'à 30 mètres de hauteur, et au-delà, ou sur des zones trop problématiques, le paintball, pourquoi pas. Mais pour tous les autres nids, ça peut se retirer autrement qu'avec une perche, voire même avec du pesticide. Ça, on pourra en discuter, mais il y a d'autres techniques. À côté de ça, on a eu un projet qui s'est terminé en décembre dernier. On a voulu remplacer le pesticide par d'autres choses. Donc en fait, on s'est inspiré ici, vous avez Apis cerana, qui est l'abeille asiatique, et au milieu de la boule d'abeille, ce qu'on appelle la heat ball, vous avez un frelon au beau milieu qui se fait tuer par hyperthermie. En fait, vous avez une centaine d'ouvrières qui se jettent sur un frelon et elles vont l'étouffer et le faire mourir par hyperthermie. En fait, elle monte à température à 47 degrés, ce qui est létal pour le frelon, mais l'abeille, il faut monter à 48-49 pour que ce soit létal pour elle. Donc elles survivent. Alors, parfois, il y en a une ou deux qui meurent, mais elles arrivent à tuer le frelon. Donc on s'est inspiré de ça et on a développé en partenariat avec 2 entreprises un dispositif thermique qui produit de la vapeur et qui permet de traiter les nids de manière efficace. Donc ça, on a validé, on a fini le projet, nous, de notre côté. On a mis au point différentes choses, différents outils qu'on a donc du coup remis aux entreprises. Maintenant, c'est à elles de développer et de commercialiser le produit auprès des désinsectiseurs. Alors, cette technique est intéressante parce que d'une part, il n'y a pas de pesticides chimiques, hein, c'est que de la vapeur d'eau, et ça permet de traiter un nid, de laisser le nid en place. Donc ça fait quand même une intervention en moins, il n'y a pas un deuxième déplacement. Et en plus, ça laisse un nid avec de la bouffe pour les oiseaux, par exemple, et un abri pour pas mal d'insectes et de petits animaux. Donc c'est relativement intéressant. Et ça marche très bien dans pas mal de cas de figure. Alors pas dans tous les cas. C'est pour ça que pour les désinsectiseurs, la combinaison entre le pesticide et le thermique, ça permet de jouer et d'adapter en fonction du terrain où est le nid à traiter. Donc ça marche bien, mais bon, maintenant c'est le bébé dans les mains d'une entreprise, c'est à eux de gérer. Outre la destruction, parce qu'il faut
avoir le nid sous la main, hein, on peut aussi jouer sur d'autres aspects. Donc, on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé piégeage. Le piégeage en fait partie. Alors, le premier point, l'utilisation de pièges non sélectifs. J'ai vu la diapositive tout à l'heure, c'est très bien. Bon, maintenant, c'est un peu passé, ça. Je dirais ça. C'était ce qu'il y avait sur le terrain il y a une dizaine d'années. Maintenant, on fait beaucoup mieux. Vous avez, alors, je ne mets pas les photos parce que je ne peux pas me permettre de faire de la publicité, mais vous avez pas mal de dispositifs de piégeage qui sont sélectifs. Donc, en termes de design, on a des pièges qui sont très sélectifs, mais malheureusement, quoi qu'en disent les vendeurs ou les gens qui communiquent beaucoup là-dessus parce qu'ils vivent de ce truc, de ce commerce, aucun de ces pièges ne sont efficaces. C'est-à-dire qu'ils sont sélectifs, c'est génial, donc pour moi, scientifiquement parlant, c'est top, mais ils ne protègent en rien les ruchers. Et ça, je peux vous le confirmer. J'ai testé des choses sur mes ruchers et je vois bien que ça ne protège absolument pas. Est-ce que beaucoup d'apiculteurs ont constaté? Alors parfois, les pièges capturent rien alors que vous avez des nuages de frelons. Parfois, ils capturent beaucoup de frelons, mais ça ne change en rien la prédation sur les ruches. Donc nous, on a travaillé là-dessus. En fait, la question, c'est l'appât. C'est l'appât. On utilise à l'heure actuelle des appâts alimentaires, soit à base de sucre, soit à base de protéines. Certains marchent bien, vous allez à 2 km, ils ne marchent plus. Donc c'est très aléatoire. On a travaillé, nous aussi, sur ce que j'ai indiqué en B, sur un filtre chimique. C'est-à-dire, l'idée que j'avais, alors ça c'était une vieille idée, c'était pour développer les pièges sélectifs, on s'était demandé si en utilisant un piège, quel qu'il soit, un piège bouteille si vous voulez, hein, avec un appât sucré type bière ou jus de cirier, n'importe quoi, on voulait mettre ici à l'entrée du piège la signature chimique du frelon, c'est-à-dire sa carte d'identité chimique. Donc l'idée pour nous, c'était aussi de diminuer la capture d'insectes non ciblés, parce qu'ils vont percevoir l'odeur en quelque sorte du prédateur. Et pour les frelons, ça pouvait être aussi motivant de rentrer dans le piège, parce qu'ils pouvaient sentir l'odeur de congénères. Donc on est en train de rédiger un article avec l'une de mes étudiantes là-dessus. On a démontré que l'utilisation de cette signature chimique augmente pas mal la sélectivité des pièges, quels qu'ils soient. Alors vous pouvez mettre, et notamment ça augmente la sélectivité que sur les hyménoptères sociaux, c'est-à-dire le frelon européen et les guêpes. Par contre, les autres insectes type mouches, papillons, eux, ils s'en fichent. Ce genre de système de communication chimique, ils ne sont pas très utilisateurs, on va dire, alors que les espèces sociales, comme abeilles, guêpes, frelons, bourdons, tout ce que vous voulez, eux, ils utilisent. Donc là, en fait, on a certains pièges sélectifs où on est embêté, on capture du frelon asiatique, mais on a aussi des guêpes et on a aussi du frelon européen. Donc il suffit de mettre à l'entrée de ces pièges ce filtre qui est la signature chimique des frelons, et ça permet de rendre le piège, cette fois-ci, à 100% sélectif. Bon, c'est un travail qui est en train d'être publié. Est-ce qu'il sera utilisé sur le terrain? J'en sais rien, parce que ça ne résout pas le problème vis-à-vis du frelon. Maintenant, ça permet d'augmenter la sélectivité d'un piège si vous avez un peu un petit côté protection de la biodiversité. Donc c'est un outil qui pourrait être intéressant pour ça. Mais l'autre aspect, pour moi, qui est plus intéressant depuis une dizaine d'années qu'on travaille dessus, c'est d'utiliser, comme dans plein d'autres insectes, notamment des ravageurs de culture, c'est utiliser des phéromones, comme appât. C'est-à-dire, c'est de parler au frelon dans sa propre langue, c'est d'utiliser ses phéromones à lui pour l'attirer dans un piège. Donc on a travaillé pendant de nombreuses années sur plusieurs phéromones. Donc je vais parler des phéromones de contact, hein, ce qui nous a servi pour le filtre ici, à cet endroit-là, hein, c'est la phéromone de contact du frelon qu'on a utilisé. On a travaillé sur la phéromone d'alarme. Alors la phéromone d'alarme, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une phéromone qui est produite par une ouvrière en cas de stress ou en cas de problème, notamment vous attaquez un nid par exemple. Et l'idée, c'est que ça recrute les congénères. Donc je trouvais l'idée très séduisante dans le sens pour attirer des frelons dans un piège, quoi de mieux que de produire la phéromone d'alarme. Donc on a identifié cette phéromone d'alarme, on a passé quand même quelques années d'études pour bien identifier les molécules. On en a encore une qui nous résiste, je ne vous cache pas. Donc j'ai une collaboration avec des collègues dans l'Est de l'Europe pour essayer d'identifier cette dernière molécule. Mais sur certaines molécules qu'on a utilisées, alors je vous montre un résultat là-dessus. C'est une manip qu'on a faite il y a 2 ans.
où on comparait des pièges avec un appât alimentaire, donc on capturait un certain nombre de frelons, et quand on utilisait notre mix phéromonal, on a capturé pas loin de 4 fois plus de frelons. Donc c'était intéressant. Donc ce travail est toujours en cours, je vous en parlerai après. Donc il n'est pas encore disponible. On m'interroge souvent sur cet aspect-là. Il y a quelques années, je disais qu'on allait mettre sur le marché assez rapidement avec des partenaires, ce que je croyais, enfin j'espérais que je croyais bien. Bon, maintenant on se rend compte qu'avec nos dernières études, que c'est pas aussi simple qu'on l'avait envisagé, mais c'est en cours. Donc en fait, l'étude a été menée en Chine et en France. Vous avez ici les résultats. Alors cette phéromone sexuelle, d'abord il a fallu l'identifier. Elle est produite par les reproductrices, donc les futures reines si vous préférez, pour attirer les mâles, pour qu'ils viennent s'accoupler. Donc on a fait des études sur le terrain, on a testé différents mix, parce qu'il y a 3 molécules qu'on a trouvées, donc on a fait différents ratios entre les 3 molécules. On l'a testé sur le terrain en Chine sur 2 sous-espèces de ce Vespa velutina. Donc vous avez la sous-espèce Auraria et la sous-espèce Nigritorax. Nigritorax étant celle qui est notre population invasive. Et on a permis de valider le meilleur mix pour capturer sur différents sites les mâles. Donc on avait un mix qui marchait très bien, et on l'a essayé en France, et ça a marché aussi. On a capturé des mâles. Alors, vous remarquerez qu'on capture beaucoup moins de mâles en France comparé à la Chine. Alors ça, c'est lié à un aspect tout bête, que je suis incapable d'expliquer pour l'instant. On a des hypothèses, mais pour l'instant, on n'a pas résolu le pourquoi et ni le comment. En Chine, les mâles, on a des agglomérats de mâles qui se mettent sur des buissons ou des arbres, et ils attendent de percevoir une femelle. Et après, ils se jettent en masse dessus. Donc, ce que faisaient mes collègues chinois, eux, ils avaient repéré ces amas de mâles et ils mettaient le piège à proximité du buisson. Ce qui fait que tous les mâles arrivaient quand ils étaient attirés par la phéromone sexuelle. Moi, en France, je n'ai jamais observé le moindre amas de mâles dans la nature. En fait, je ne sais pas comment se passe la reproduction réellement. On a plein d'hypothèses, on a pas mal de discussions entre collègues, mais personne n'a étudié réellement cette question-là. On ne sait pas comment se fait la reproduction, comment se fait l'accouplement, et on n'a jamais vu ces amas de mâles. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est cette étude ici, là. On avait mis l'appât sur le campus universitaire, on ne voyait pas de frelons autour, et au bout de quelques minutes, on voyait des mâles arriver. Donc on a une phéromone sexuelle qui marche très bien, qui pourrait donc permettre de lutter contre l'espèce. Donc ça, j'ai remis le mix à un partenaire industriel, qui est une entreprise du sud de la France, et à l'heure actuelle, c'est en cours de développement parce qu'on est en train de se casser les dents sur la formulation de l'appât. On n'arrive pas à faire une matrice qui permette de libérer de manière continuelle, en continu, de manière linéaire, le mélange phéromonal pour avoir un appât commercialisable. Donc on est en train de travailler là-dessus avec le partenaire industriel. Donc on a commencé l'année dernière, on avait un mix qui semblait bien marcher, et on s'est rendu compte que la formule bloquait les molécules dans la matrice. Elle n'était pas libérée, ce qui nous a un peu surpris. Donc là, on retravaille là-dessus, et ce qu'il faut savoir, on n'a que 2 mois pour travailler sur le terrain, et donc c'est pour ça que c'est un peu lent, j'avoue. Donc, histoire de vous rassurer, sur ces phéromones dont on travaille, j'ai recruté une étudiante en thèse, donc elle a commencé sa thèse en début d'année, sur une bourse CIFRE, et on est en partenariat avec l'entreprise Kiel Agro, qui synthétise les standards chimiques et avec qui on essaye de mettre au point la matrice pour libérer ces phéromones, pour en faire des appâts que vous pourriez utiliser dans les pièges. Donc c'est une thèse qui a commencé cette année, qui finira dans 3 ans, et on va essayer de solutionner ce problème-là pour la phéromone sexuelle. Moi, je pensais qu'elle aurait été disponible dès cette année. Bon, manque de peau, ça n'a pas marché sur la matrice, désolé. Donc j'espère l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas. Et pour la phéromone d'alarme, les choses sont beaucoup plus compliquées que je n'imaginais, parce que j'ai une autre étudiante en thèse avec qui on a travaillé sur la phéromone d'alarme, et on se rend compte que c'est un système qui est très, comment dirais-je, très dynamique, très versatile. Donc en fait, on a encore quelques études à mener pour savoir quel est le bon mix moléculaire à prendre pour attirer les ouvrières. C'est loin d'être simple, et on se retrouve confronté à des difficultés que je n'avais pas du tout imaginées au départ. Mais bon, on est sur le bon chemin. Donc là, il faut qu'on avance sur cette question, et j'espère dans 1 an ou dans 2 ans avoir des nouvelles beaucoup plus optimistes et sympathiques que ce que je vous dis aujourd'hui. Bon, ça c'est pour le piégeage. Donc il y a des choses qui devraient sortir.
Alors peut-être qu'il y a d'autres équipes qui travaillent sur les appâts et qui solutionneront les choses avant moi, je ne sais pas. Mais normalement, on peut envisager quand même, dans moins de 5 ans, j'espère, des appâts vraiment efficaces qui nous aideront quand même à protéger nos ruchers, entre autres, ou des vergers, par exemple. Bon, à côté de ça, vous avez d'autres systèmes de lutte, comme je vous l'ai dit dans mon introduction. Vous avez la technique aussi cheval de Troie, que vous connaissez peut-être. Alors, il y a 2 variantes de cette technique. Je peux commencer par la gauche. Vous avez un frelon qui arrive sur votre rucher. Ben, vous mettez à un endroit un appât protéiné empoisonné. Alors, les gens utilisent classiquement du fipronil. Le frelon va grignoter un morceau de viande et il va ramener ça à son nid. L'idée, c'est que ça va tuer les larves dans le nid. Bon, l'idée est fort sympathique, sauf qu'on ne sait pas ce que va faire le frelon. Alors, de diffuser un pesticide dans la nature, un pesticide qui est interdit, hein. Il n'y a pas d'AMM pour ça, donc on tombe sous le coup de la loi quand on fait ce genre d'activité. Mais on diffuse dans l'environnement des pesticides non maîtrisés, parce que la question, c'est que fait le frelon avec sa proie empoisonnée? Logiquement, il retourne au nid. C'est vrai, logiquement, intuitivement, oui. Dans la pratique, moi, j'en sais rien. On peut très bien envisager que le frelon aille au contact d'abeilles ou se pose dans une ruche et participe à l'extinction de la colonie en apportant du fipronil, ou il va se faire boulotter, il va se faire bouffer par un prédateur, un oiseau, ou une bondée apivore ou d'autres rapaces de cet acabit-là, et ça peut impacter la santé de l'oiseau. Donc ça, on ne sait pas. Deuxième aspect, deuxième façon de faire, vous pouvez aussi capturer un frelon dans un piège ou au filet, par exemple, et vous lui déposez ici sur le thorax en position dorsale une petite gouttelette de fipronil avec un genre de gel, et ensuite vous lâchez le frelon. Certains préconisent même de couper une patte pour bien stresser le frelon pour le stimuler à rentrer au nid. Même question que tout à l'heure, ce frelon relâché, qu'est-ce qu'il fait? On n'a aucune preuve qu'il retourne au nid. Donc il peut très bien aller empoisonner une ruche, empoisonner un oiseau, ou n'importe quoi. Donc la technique en elle-même, elle n'est pas autorisée et pose quand même pas mal de questions. Deuxième aspect, les points d'interrogation qui sont ici, est-ce que c'est réellement efficace? Eh bien, on ne sait pas. Alors j'ai discuté avec pas mal de gens qui ont pratiqué ou qui pratiquent ce genre de technique il y a quelques années. Certains étaient très contents, d'autres ont arrêté parce qu'en fait ça faisait que dalle. C'est-à-dire qu'ils avaient relâché pas mal de frelons avec boulettes empoisonnées comme ça, et la prédation sur ruche continuait jour après jour, il n'y avait aucun effet. Donc j'ai mis efficacité à démontrer, parce que finalement on ne sait pas si c'est efficace ou pas. D'abord, il n'y a aucune étude scientifique qui démontre dans un sens ou dans l'autre. Mais surtout, ce n'est pas très autorisé, je vous avoue. Autre système de lutte, maintenant on va rentrer dans les protections passives des colonies d'abeilles. Donc on va parler protection ruche. Alors vous avez les muselières. Alors, il y a plusieurs modèles. J'ai mis une photo d'un modèle parce que je suis tombé sur un rucher où il y avait l'exemple, donc j'ai pu prendre une photo. Alors il y a une étude scientifique qui s'est intéressée, c'est mon même collègue ici de Paris en 2019, qui a étudié, c'était pas cette muselière mais une autre, et ils avaient montré que bon, il y avait un petit effet disons que ça diminuait de 50% l'arrêt de fourragement. Donc c'est pas 100%, mais ça a quand même amélioré un petit peu les choses. Donc l'idée, c'est de repousser un peu les frelons pour déstresser à minimum les abeilles, pour qu'elles continuent à travailler. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas le fait que les abeilles se fassent prédater en activité de fourragement. Oui, c'est gênant si c'est énorme, mais ça n'impacte pas vraiment la colonie tant que ça. Le méga problème que l'on a, c'est le stress de la colonie par la prédation des frelons devant la ruche. C'est ça qu'il faut lever. Donc la muselière pouvait être un outil qui repoussait un petit peu les frelons et qui pourrait peut-être soulager un peu la colonie. Donc ça marche, mais si vous voulez, à 50%. C'est quand même pas mirobolant non plus. Après, vous avez d'autres systèmes, soit en monoruche, qui se mettent sur une seule ruche ou sur plusieurs ruches. Ce sont les filets de protection ou les grillages. C'est des choses qui disent depuis longtemps, notamment nos collègues de Gironde avaient testé ça il y a... Oh, ils avaient fait ça, ils ont commencé en 2010, 2011, je crois, dans ces eaux-là. Maintenant, on n'a aucune étude qui montre si ça marche ou pas. Bon, j'ai pas vu de communication, même dans les réseaux apicoles, disant que c'est vraiment génialissime. Donc, je suis pas trop convaincu. Mais l'idée, je la trouve intéressante. Peut-être qu'elle mériterait d'être développée et améliorée. Mais ça pourrait être aussi un moyen de protection des ruchers. C'est-à-dire là, les abeilles sont en activité normale, elles ne sont pas stressées, et les frelons agissent à l'extérieur.
Mais le tout, c'est de trouver du maille de filet. Alors, si vous voulez empêcher un frelon de passer, il faut être, on va dire, aux alentours de 0, entre 0,4 et 0,5 dans ces eaux-là, centimètres. Donc, ça peut aussi gêner les abeilles pour rentrer aux colonies. Mais bon, à voir. Mais en tout cas, il n'y a pas de données scientifiques qui me montrent est-ce que c'est réellement efficace ou pas. Bon, après, vous avez d'autres systèmes, protection des ruches. Il va tourner autour, donc il va passer par la harpe, il va entrer en contact avec les fils et se prendre une châtaigne, en fait, tomber s'il ne reste pas accroché, et se noyer dans un bac d'eau savonneuse ou d'huile qu'il y aurait à la base. Donc, vous voyez sur la photo, il y a pas mal de frelons qui ont été capturés. Alors, il y a pas mal de gens qui ont fait des retours assez positifs sur la harpe électrique, mais pour l'instant, il y a des études qui montrent que sur certains ruchers, on tue pas mal de frelons. Sur d'autres ruchers, pas tant que ça. En termes de sélectivité, c'est pareil. Sur certains ruchers, il n'y a que du frelon qui est touché. Sur d'autres ruchers, c'est une étude italienne qui a parlé de ça, où en fait, il y avait aussi d'autres insectes qui étaient malheureusement impactés par la harpe. Donc les choses ne sont pas très claires, mais aussi, surtout, une harpe, c'est quand même relativement onéreux. C'est plus de 100 € l'appareil, je crois, ou 150 €, je ne sais plus. Ça commence à être un peu cher. Sinon, vous avez une autre technique que moi je trouve pas mal, comme je vous le montrais sur cette vidéo, c'est la raquette électrique. Et alors, en passant par en dessous, tout doucement, vous pouvez attraper facilement des frelons de manière efficace. C'est très sélectif. Bon, après, il faut les écraser, parce que vous ne les tuez pas, vous les assommez simplement. Faites attention à ça. Ou alors, prenez une raquette de badminton. Il paraît qu'en tapant dessus, vous arrivez à tuer, à découper les frelons. Bon, c'est très sélectif, c'est très efficace. Moi, je ne vous cache pas, sur mon rucher qui est chez moi, c'est ça que je pratique. Parce que pour l'instant, ça me permet de sauver mes ruches. C'est pour moi la meilleure technique. Par contre, c'est vrai, c'est très chronophage. Donc, si vous êtes des personnes à la retraite, ça peut être sympa d'aller chasser les frelons. Mais quelqu'un comme moi en activité, bon, il n'y a que des gens en activité chez vous, c'est très bien. Mais si vous êtes en vacances finales, ce qui est super bien, ce qui me tarde par certains côtés, eh ben, moi, ça me permettrait de faire pareil. Alors, j'adore plaisanter là-dessus, mais imaginez une chose, quand vous êtes à la retraite, vous dites à votre femme, vous allez sur le rucher défendre les abeilles, elle est toute contente parce que comme ça, vous dégagez la maison et vous l'embêtez pas. En plus, c'est bon pour vous, faites du sport, c'est génial. Mais bon, il faut être honnête, la technique est la plus efficace. C'est la méthode chinoise. Les opérateurs chinois sur les ruchers, c'est ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils sauvent leur colonie. Mais effectivement, le prix de la main-d'œuvre est très différent qu'en France. Mais ça prend un temps fou. Mais c'est la seule méthode efficace au jour d'aujourd'hui, je m'entends. On a testé d'autres aspects aussi. C'est des molécules répulsives. Donc, on a eu des projets comme ça. Alors, je vous montre sur un rucher avec soit des diffusions. Alors, j'ai fait un petit schéma. On avait fait ça un peu de manière très expérimentale, ou avec des dispositifs de diffusion de phéromones professionnels. On a mené quelques essais sur des molécules. On avait des résultats positifs, mais qui n'ont pas été confirmés, malheureusement. Donc, cet aspect pour l'instant, a été abandonné parce qu'on n'a pas réussi à montrer, et je n'ai pas compris pourquoi ça ne marchait pas. La première année, on a testé, on avait quand même 60% de protection des ruches, ce qui c'était loin d'être anodin, on va dire. Mais les 2 années suivantes de test, ça ne marchait plus. Et on ne sait pas pourquoi. Donc pour l'instant, ça, c'est en stand-by. Pour terminer, et je vais en finir là-dessus, vous avez aussi ce qu'on appelle la lutte biologique. C'est un peu la mode dans pas mal de milieux, notamment scientifiques. Alors, première lutte biologique que vous connaissez peut-être, c'est les plantes carnivores. Donc, c'est en 2014, on a eu des informations sur une plante carnivore qui s'appelle Sarracenia, qui se développe dans des tourbes, en fait, dans zone tourbière, et qui pouvait capturer pas mal de frelons. Alors, effectivement, moi, c'était découvert par le jardin des plantes à Nantes. Donc, le directeur m'avait invité à venir, ce que j'avais fait, et j'avais pris en photo, effectivement, en ouvrant des urnes de cette plante, c'est une plante carnivore sous la forme d'urne. Dedans, c'était blindé en frelons asiatiques, c'est vrai. Donc ça marchait bien, c'était intéressant, un peu surprenant, mais intéressant. Donc avec une étudiante à l'époque, on avait fait une étude sur 2 ans, en collaboration avec le Jardin des Plantes de Nantes, et on avait collecté une centaine d'urnes par an, qu'on avait ouvertes pour dénombrer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Et malheureusement, vous avez le résultat ici, sur une étude de 2 ans, on s'est rendu compte qu'on avait des images comparables au piégeage, en fait. Très peu de frelons, en fait, on était en moyenne à 1 frelon par urne. Donc on démontrait que ça n'avait pas d'intérêt. Alors pourquoi en 2014 on avait plein de frelons et 2 années suivantes il n'y en avait pas?
Ben, tout simplement, ce qu'on a vu en travaillant avec une entreprise de désinsectisation qui avait le marché de destruction des nids de frelons sur Nantes, eh bien, on s'est rendu compte qu'en 2014, il y avait 2 ou 3 nids sur le jardin des plantes, et en 2015-2016, il n'y en avait pas. Donc en fait, en 2014, ben, les frelons avaient beaucoup chassé, et il n'y avait que eux qui étaient présents sur la tourbe, sur la tourbière, je veux dire, donc ils ont été attirés par la plante, alors que les années suivantes, il y avait très peu de frelons, donc finalement très peu de captures. Donc la plante n'est pas très intéressante, en plus elle est compliquée à, à cultiver, je dirais, et elle n'est surtout pas sélective. Donc je sais que dans Vendée, les apiculteurs avaient planté des sarracénias sur des ruchers, mais ils ont vite arrêté l'idée parce qu'en fait, si on regarde bien, on a de l'abeille dans la plante. Donc les abeilles sont aussi attirées par les plantes carnivores. Donc à éviter, c'est très joli comme plante, hein, mais à éviter à utiliser. Bon, dernier outil de lutte biologique, les poules. Alors les poules, bon, moi j'ai été contacté par un monsieur qui était en Bretagne, je crois, il y a quelques années, me disant qu'il avait la solution, c'est que vous mettez des poules au milieu de votre rucher et les poules vont attraper les frelons, mais pas les abeilles et pas le frelon européen. Bon, j'ai mis efficacité à démontrer parce qu'en fait, il n'y a aucune étude qui démontre quoi que ce soit avec les poules. J'avais voulu faire un projet avec un partenaire industriel qui était un grand éleveur en Pays de Loire sur les espèces aviaires et qui mettait quelques ruches sur leur site aussi. Mais bon, ils n'ont pas voulu financer ce genre d'études. Donc finalement, on ne sait pas si les poules peuvent être utiles ou pas utiles. Alors j'ai discuté avec pas mal d'apiculteurs qui ont testé. Tous m'ont fait remonter que ça marchait absolument pas. Donc, alors, il y en a un qui m'a dit que peut-être il faudrait utiliser, c'est des poulets en croissance. Bon, je vous dis ça, mais finalement, j'en sais pas plus. Donc l'idée était séduisante, je trouve, mais pas forcément très efficace. Surtout, je ne vois pas pourquoi une poule n'ira pas picorer des abeilles sur la planche. C'est peut-être beaucoup plus simple que des frelons. Donc je ne sais pas. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous voulez d'autres informations, alors j'ai 3 outils de communication que j'ai créés pour essayer de vous informer. Alors j'ai un livre qui a été publié par le SNA en 2019, je crois, mais ils sont en rupture de stock. Donc, et je ne sais pas si le Sénat va refaire un tirage. Il faut voir avec eux. Il faut contacter Franck Alitru peut-être ou le service pour voir s'ils peuvent reproduire le livre. J'ai pas mal de gens qui me demandent où l'acheter, mais moi je suis vraiment désolé. Je les renvoie toujours sur le SNA. Parce qu'il faudrait qu'ils réimpriment parce que il y a des gens qui sont intéressés malheureusement. Sinon, j'ai un site internet, mais bon, ça fait quand même 2 ans que je dis qu'il faut que je le mette à jour. J'ai toujours pas fait, donc il n'est pas forcément très à jour. Sinon, vous avez aussi une chaîne YouTube que j'ai appelée Darouzé Frelon Asiatique, où il y a plus de 90 vidéos maintenant sur le frelon asiatique, les abeilles. Donc, vous pouvez avoir pas mal d'informations aussi complémentaires de ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre attention. Là, je vous ai mis pas mal de gens que je remercie. C'est des jeunes qui ont travaillé avec moi, soit sur des contrats, soit sur des stages, et des financeurs. Alors, par là, j'ai entendu dire que les chercheurs dans moi ont été financés par des fonds publics, notamment de l'État. Je suis sincèrement désolé, mais ce n'est pas le cas. J'ai eu pendant quelques années des fonds, des projets financés par la région Centre-Val de Loire, donc on va dire que c'est l'État, je suis d'accord. Par 2 départements aussi, le département de la Manche et le Lot-et-Garonne, mais le reste, c'est des financements privés et qui viennent du CNRS et de l'université. Mais j'ai des budgets qui sont très très faibles. Donc, quand vous disiez vous avez 10 000 €, je crois, l'année, waouh, je trouve ça très bien, mais j'ai pas ça. Donc, non, l'État finance peut-être des gens, mais je ne sais pas qui. Mais en termes de recherche scientifique sur le frelon asiatique, croyez-moi, pour avoir des finances pour travailler dessus, c'est extrêmement compliqué. Faut vraiment être passionné, comme moi je le suis, sur le monde de l'abeille et du monde des vespidés, parce que scientifiquement parlant, c'est passionnant. Mais pour avoir des projets financés, c'est la galère. Et j'ai pas souvent de projets financés là-dessus.